Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons maintenant définir ensemble cette grammaire et examiner ce que peut être la troisième voie que vous venez d'évoquer. Place au débat avec la session de ces 2 journées d'échange. Je laisse donc la place à ma collègue Elsa Trujillo, qui est adjointe de l'ambassadeur pour le numérique, pour débattre avec une table ronde dédiée au commun numérique, alternative technologique à l'hégémonie des écosystèmes fermés et à l'innovation libre et ouverte. Merci beaucoup. Merci, messieurs les ministres, pour ces discours éclairés sur les grands enjeux de la souveraineté numérique, sur les grands enjeux de la souveraineté numérique telle qu'elle doit être pensée et façonnée au niveau européen. Ces grands enjeux, nous allons les parcourir au fil de cette conférence, au fil des tables rondes qui ont été prévues pour aborder ces grands enjeux-là. La première d'entre elles porte en l'occurrence sur un sujet assez spécifique, étant donné qu'il s'agit des communs numériques. Pourquoi ouvrir une grande conférence sur la souveraineté numérique sous l'angle du libre, de l'open source, des communs? N'y a-t-il pas d'une certaine manière une forme de naïveté à cela? Non, car les communs représentent, on l'a indiqué en discours d'ouverture, des leviers d'autonomie stratégique à proprement parler, une alternative exactement aux grandes plateformes telles que nous les connaissons et un gage d'indépendance face aux stratégies monopolistiques. En 2018, le président de la République l'avait indiqué, en matière de numérique et de souveraineté, se pose un dilemme assez amer, il faut le reconnaître. Il s'agit bien souvent de choisir inéluctablement entre un Internet américain, a fortiori californien, et un Internet chinois. Les communs numériques viennent s'inscrire en réponse à ce dilemme-là et permettent de s'en extraire également. Alors depuis plusieurs années, on vante les mérites de ces communs numériques dans les communautés d'experts, proches des enjeux informatiques, sans que ces communs parviennent pour autant à s'émanciper pleinement et à faire en sorte que le grand public s'en empare. Alors évidemment, il y a plusieurs exceptions à la matière. Wikipédia, qui fait figure de grands communs numériques, également dans une moindre mesure OpenStreetMap ou encore OpenFootFacts, autant de ressources numériques à la gouvernance partagée et qui reposent sur des communautés de contributeurs parfois répartis à travers le monde et aux 4 coins du monde. Alors, pour aborder ces différents enjeux et ces différentes questions, nous allons notamment répondre à certaines problématiques. Comment faire en sorte que ces grands communs numériques appartiennent enfin au grand public? Comment faire en sorte d'accélérer leur émancipation, leur déploiement? Et enfin, comment garantir que la France et l'Europe constituent des terreaux de déploiement propices à l'émancipation de ces mêmes communs? Pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'avoir autour de la table des experts du secteur, de logiciels libres, de l'open source. Et pour lancer la discussion, je vais passer la parole à Bruno Sportis, qui est président-directeur général de l'INRIA. Vous partez du principe que ces communs numériques constituent des leviers d'autonomie stratégique. En quoi, peut-être, pourriez-vous expliciter cette théorie-là? Et dans quel secteur, peut-être à proprement parler, sont-ils des leviers de souveraineté à proprement parler? Merci Elsa, bonjour à tous. Je pense que le plus important, c'est d'être capable de disposer d'options technologiques alternatives par rapport aux solutions des grands acteurs de la tech. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire tout à l'heure, pour que l'Europe ne se contente pas de slogans ou qu'on ne se contente pas de réguler, ce qui est absolument indispensable, des solutions qui sont développées ailleurs. Alors pour construire ces alternatives technologiques, il faut d'abord des partenariats publics et privés en Europe qui soient alignés autour de stratégies et qu'on ne soit pas juste à répondre à des appels à projets successifs. Et dans ce cadre, les communs peuvent jouer un rôle. Ils peuvent jouer un rôle parce que dans le cadre d'une stratégie de guérilla par rapport à des monopoles de fait, par rapport à des standards de fait, ils peuvent remettre en cause des situations établies. Par exemple, dans le contexte de l'IA, de l'intelligence artificielle, de la data science, on a besoin de boîtes à outils génériques, c'est extrêmement diffusant. Les communs peuvent fournir une réponse en alternative aux solutions que développent par exemple Google ou Facebook. Dans des secteurs qui sont liés à des politiques publiques comme la formation, l'éducation, les communs peuvent permettre de fournir des solutions de partage de contenu, de production de contenu. Les communs, ils s'appuient ensuite sur la dynamique des écosystèmes où il y a des utilisateurs, où il y a d'abord des développeurs, des utilisateurs qui amènent une part de valeur. Et c'est important parce que ça permet de se projeter immédiatement
avec une ambition mondiale, avec une très forte volonté de diffusion. Et dans le numérique, si on n'a pas cette ambition, les solutions, elles ne perdurent pas, elles n'ont pas de pérennité. Et puis, je pense que les communs, ils permettent aussi d'expliciter les enjeux auprès de tous les citoyens. Ils permettent aux citoyens de prendre la main aussi sur la compréhension des enjeux du numérique. C'est majeur si on veut construire un socle de soutien à une stratégie d'autonomie, à une stratégie de souveraineté numérique. Je pense par exemple à la dynamique du web. Tout le monde, ou quasiment tout le monde, a un contact avec le web au quotidien sans pour autant maîtriser tous les enjeux sur la standardisation du web. Mais on peut expliciter des enjeux. C'est le cas aussi pour des politiques publiques. J'ai évoqué la santé, j'ai évoqué la formation. C'est le cas aussi pour tout ce qui concerne l'appui à la cartographie, aux bases de données géolocalisées. Ça parle aux citoyens. Donc, stratégie de guérilla, primauté des écosystèmes, explicitation des enjeux, ce sont des ingrédients qui font que les communs ont un vrai rôle à jouer. Je voudrais ajouter juste un seul point, c'est de ne pas oublier le rôle des entreprises. Et des entreprises numériques, des entreprises de la tech en Europe, parce que sinon, on a un risque que les communs génèrent de la valeur qui soit captée par d'autres. YouTube, c'est une forme de commun. On contribue tous en postant nos vidéos. La valeur est captée par un monopole sur le sujet. Donc il est important d'avoir aussi une stratégie articulée pour le développement des entreprises technologiques européennes de la tech. Merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Bruno Sportis. Madame Mélanie Dulon-de-Ronet, vous êtes directrice du Centre Internet et Société du CNRS. Ma question rejoindra celle que j'ai posée également à Bruno Sportis. Quels sont les grands communs numériques, selon vous, et en quoi peuvent-ils être des vecteurs de souveraineté ? Merci beaucoup pour cette belle question. Je me réjouis du parcours de l'article qui a été produit par le ministère des Affaires étrangères sur les communs numériques. Des barbelés sur la prairie Internet contre les nouvelles enclosures et de la reconnaissance des communs numériques comme levier de souveraineté. Et effectivement, les communs numériques, les biens communs numériques sont un sous-ensemble des communs, qui est ce mode alternatif de gouvernance et de production de ressources qui se situe en alternative et au marché et à l'État. Et les communs numériques sont ces ressources que sont les données, la culture, les logiciels qui sont gouvernés, qui sont régulés de manière à permettre l'accès et le partage. Donc les biens communs numériques traditionnels sont le logiciel libre, Wikipédia et d'autres biens dont vous avez rappelé l'existence. Et en principe, ils ne sont pas affectés par l'exclusivité matérielle qui peut caractériser certains types de communs comme des pâturages ou des ressources halieutiques qui peuvent s'épuiser. Mais on a aussi les biens communs numériques d'infrastructures qui existent, qui sont déjà présents en Europe et en France, et qui constituent ce qu'on appelle des internets alternatifs ou des alternets, comme on les appelle avec mes collègues acteurs, actrices et universitaires qui travaillent sur les communs, qui constituent des alternatives au capitalisme de surveillance, et donc qui proposent des solutions qui évitent la captation des données qui est pratiquée dans les modèles des géants de l'Internet. Et qui prônent des valeurs d'indépendance, de vie privée. Et je vais citer quelques exemples de ces biens communs numériques d'infrastructures qui sont basés sur des logiciels libres et qui sont des alternatives qui ont été créées par des citoyennes et des citoyens. On a des fournisseurs d'accès à Internet indépendants. Donc en France, la FFDN, la Fédération française des fournisseurs d'accès Internet. En Catalogne, on a Gifi. En Allemagne, on a Freifunk. On a aussi des plateformes à la destination des villes intelligentes qui ont été développées sur une base décentralisée et sécurisée. Francesca Bria, qui sera là demain après-midi, a participé, à coordonner cet effort, notamment à Barcelone et dans le cadre de différents projets européens. Et enfin, en France, on a différentes solutions
comme OVH, dont le directeur sera présent, je crois, ce matin. Et on a aussi un acteur des biens communs numériques français qui s'appelle Framasoft, qui propose de dégoogliser l'Internet et qui a développé toute une série de services alternatifs à ceux que proposent les GAFAM pour le partage de fichiers, la visio, la prise de rendez-vous, le travail collaboratif. Cependant, pendant le premier confinement, ces services ont été tellement utilisés pour répondre aux besoins des familles, des entreprises, mais aussi de l'école, qu'en fait, il y a eu une saturation et il y a eu besoin d'un mécanisme de régulation volontaire par les utilisateurs. En fait, Framasoft a demandé au personnel de l'éducation nationale, qui s'était tourné vers ces services en l'absence de solutions fournies par l'État, d'essayer de ne pas les utiliser en attendant d'avoir une solution pour la soutenabilité, la durabilité, comme vous l'avez mentionné. Merci pour tous ces exemples de communs numériques, Madame Mélanie Dulon-de-Roné. Monsieur Roberto Di Cosmo, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, vous avez vous-même fondé un commun numérique Software Heritage qui se veut être une bibliothèque d'Alexandrie de tous les codes sources des logiciels libres. En quoi est-ce essentiel, selon vous, de disposer d'une telle bibliothèque et quelles difficultés peut-être avez-vous pu connaître dans la constitution de ce commun? Voilà, merci de me donner l'occasion, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci de me donner l'occasion de mentionner l'importance, effectivement, quand on regarde la société dans laquelle on vit aujourd'hui, du logiciel en général. C'est grâce au logiciel que vous pouvez assister à distance à cette conférence aujourd'hui. Mais on a tendance à oublier que le logiciel ne tombe pas du ciel. Il est développé par des êtres humains sous la forme des codes sources. Et dans ces codes sources, c'est une forme de connaissance spectaculairement nouvelle et importante. C'est de la connaissance exécutable. On peut exécuter un logiciel, mais aussi faite pour être comprise par des êtres humains. Et on est arrivé à un moment dans lequel les logiciels que nous utilisons sont tellement complexes que personne, aucune entreprise, même les plus grandes multinationales, pourrait tout refaire toute seule, comme c'était le cas il y a quelques décennies. Donc, c'est basé vraiment sur cette activité des travail collaboratifs qui est extrêmement important. Donc, là-dedans, on trouve des commandes numériques dans le sens sont construits de façon commune et utilisés par tous. Extrêmement important. Et juste il y a 2 jours, dans la conférence européenne sur la science ouverte, on a décerné pour la première fois en France un prix national pour les logiciels libres de recherche qui a mis en valeur un nombre impressionnant de logiciels importants. Et là, aujourd'hui, on parle des souverainetés stratégiques. Un de ces logiciels est la seule chaîne, un logiciel libre disponible au monde pour construire des microprocesseurs complètement libre. Vous voyez l'importance des choses-là. Donc là, je parlais juste de l'importance stratégique des logiciels libres en général, un par an. Mais merci Elsa pour m'avoir permis de parler des Software Edge. Software Edge est un autre type de commande numérique. C'est une plateforme qui met ensemble, qui archive l'ensemble, la totalité des codes sources des logiciels libres qui sont développés sur la planète avec tout leur historique de développement. Donc sa mission, c'est effectivement d'aller chercher, s'assurer de la préservation, mise à disposition sur le long terme, et rendre facilement accessible l'ensemble de ces codes sources, pas seulement un seul, mais tous. Et c'est très important de se rendre compte que c'est la première archive et la seule archive universelle des codes sources sur la planète aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autres. Personne d'autre s'en occupe. On a plein de plateformes pour développer de façon collaborative les logiciels libres, mais qui ne sont pas des archives. Ils sont très, très souvent sous l'emprise d'une seule, unique entreprise propriétaire. Comme le disait le ministre tout à l'heure, ce n'est pas forcément la notion des communs qu'on aimerait bien avoir ici en Europe. Et donc, pourquoi une archive comme Software Edge est stratégique aujourd'hui? On l'a construit au début pour préserver ces biens communs numériques en partenariat avec l'UNESCO, mais pour la façon dont elle est construite, donc c'est ouvert, basé sur des logiciels libres, c'est une organisation sans but lucratif, avec un énorme soutien international, mais surtout en remerciant INRIA qui a eu la vision, il y a 7 ans, quand tout ceci était un rêve, de fournir les ressources initiales pour permettre à cette aventure de commencer. On s'est aperçu petit à petit que c'était un instrument essentiel d'autonomie stratégique pour tous les États, parce qu'il permet de s'assurer
de la disponibilité des codes sources des logiciels libres, même s'ils disparaissent, même s'ils sont effacés d'une plateforme de développement sous contrôle de tel ou tel autre État, parce que ça permet, grâce à des identifiants cryptographiques spécifiques pour les logiciels, de s'assurer de l'intégrité des codes sources qu'on retrouve sur cette plateforme, et parce que ça permet aussi de mettre en place des mécanismes de traçabilité qui sont essentiels pour la cybersécurité, pour la sécurité des logiciels modernes. Et vous voyez, en plus, dans cette stratégie, l'idée, c'est effectivement de rendre aux États une autonomie qu'ils avaient perdue, parce qu'à un moment, on met tout sur des plateformes qui sont contrôlées par des entreprises, contre lesquelles je n'ai rien de particulier. C'est juste que l'objectif d'une entreprise, c'est les profits. Ce n'est pas forcément les services au bien commun. Donc, rendre aux États, rendre aux utilisateurs les contrôles, l'accès à l'ensemble de ces logiciels libres qui sont essentiels pour notre vie numérique d'aujourd'hui. Merci Monsieur Di Cosmo. Monsieur Benjamin Jean, vous représentez aujourd'hui Numéum, qui est un grand syndicat français de l'industrie du numérique, et la commission Open Source. Vous êtes également président d'Inno3. Alors, on parle beaucoup d'indépendance des communs, mais il s'agit de faire en sorte que la gouvernance de ces communs sur le long terme, justement, ne réduise pas l'indépendance qui leur avait été donnée au départ. Comment faire en sorte d'éviter qu'ils soient gouvernés et maintenus de fait par des intérêts privés, voire extra-européens, si on souhaite garder une souveraineté numérique européenne ? Alors, merci pour cette question et puis pour cette invitation. Le sujet de la gouvernance en matière de commun et de commun numérique est un sujet qui est particulièrement sensible. Quand on parle de commun numérique, quand on parle d'open source, il y a toute la dimension technologique, il y a tous les effectivement la base technique sur laquelle un ensemble d'acteurs vont travailler, mais il y a aussi toute une communauté qui se saisit, qui participe et qui finalement fait en sorte que ce commun existe et se pérennise dans le temps. Et cette communauté, donc, ce sont des êtres humains, des organisations publiques et privées qui vont fonctionner avec des règles de gouvernance qu'elles ont définies, mais aussi qui vont se réunir dans des fondations, qui vont se réunir dans des structures qui vont les accueillir et qui vont les incapaciter, en fait, leur donner le moyen de travailler ensemble. Et l'une des difficultés qui se présentent aujourd'hui dans le monde de l'open source, c'est que la majorité des projets open source qui se structurent comme ça le font autour de fondations qui sont des fondations internationales, à l'international, aux US, on en a parlé tout à l'heure, en Asie aussi. Et en fait, de par en rejoignant ces grandes fondations, moi je vois plusieurs enjeux. Il y a une asymétrie en termes d'information. C'est tout simple, mais effectivement, le fait que les décisions soient prises là-bas, que les échanges se passent dans d'autres lieux que ceux sur lesquels on opère, nous empêche d'avoir accès à un certain nombre d'informations et donc de participer aux prises de décision et d'ajouter aussi les informations et les actions qui pourraient être celles des acteurs européens. Il y a aussi une asymétrie qui est plus économique. Il y a un enjeu, c'est compliqué en quelques minutes d'expliquer ces aspects-là, mais quand vous avez des projets, je parlais de projets logiciels, de projets open source, qui connaissent un succès à l'international et que vous avez ensuite quelques très grands acteurs du numérique qui viennent, qui utilisent ce projet, qui investissent. Si on prend l'exemple de Docker, qui était une initiative, une société française à la base et qui a réussi à gagner le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, notamment grâce aux États-Unis, mais finalement la société s'est fait dépasser par les autres acteurs, les géants du numérique. IBM avait un temps beaucoup plus de développeurs consacrés à Docker que la société qui en était à l'origine. Pareil avec Google quand il y a eu ces grands choix technologiques autour. Et au final, ce qui se passe, c'est que la gouvernance a été captée par quelques acteurs qui n'étaient pas du tout les acteurs initiaux, et surtout au profit d'acteurs du numérique qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient intégrés au début et ceux qui misaient pour le bien de la société dans sa globalité. Donc je donne juste quelques exemples comme ça. Lorsqu'on pense pareil aux décisions qui sont prises en Chine, dans les fondations chinoises, et l'une des fondations qui me semble vraiment intéressante, c'est Apollo Auto, donc qui travaille sur tout ce qui est voiture autonome, qui avance énormément. Vous avez tous les acteurs économiques du monde entier qui viennent rejoindre ce type de fondation, parce que c'est là que l'innovation se fait aujourd'hui. Et les prises de décision, notamment éthiques, qui est intégrée dans le développement de ces logiciels, finalement, c'est pour moi autant d'enjeux auxquels on n'a pas forcément conscience de prime abord, mais sur lesquels qui justifient d'avoir comment dirais-je, de se donner les moyens en Europe, d'avoir des structures qui hébergent des projets, des communautés de ce type-là, de telle sorte à ce qu'on ne repose pas sur d'autres décisions qui sont prises à l'international. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu pour moi en Europe à avoir des structures d'accueil, à en capaciter les communautés, et pas forcément à le faire à l'américaine ou à la chinoise, mais vraiment de le penser à l'européenne, avec une culture de la libre concurrence, de ne pas avoir un seul acteur, mais une multitude d'acteurs, avec la culture de l'intérêt général, qui est aussi quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres acteurs. Donc de penser effectivement l'accueil et la pérennisation de ces projets, mais de le penser avec une culture qui est la culture européenne qu'on veut promouvoir.
Peut-être pour compléter, merci, et passer ensuite la parole à Monsieur Zapolski, mais d'abord une question à Monsieur Roberto Di Cosmo. On parlait de gouvernance, il y a également un sujet majeur en matière de commun numérique qui a trait à la maintenance sur le long terme, à la contribution sur le long terme, le fait d'engager des contributeurs qui sont parfois bénévoles d'ailleurs pour faire en sorte que le projet perdure. On l'a vu récemment, et l'actualité l'a montré avec l'affaire Log4j, le défaut de maintenance d'un logiciel libre a causé une faille de sécurité majeure au niveau mondial. Que retenir de cet épisode? Comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas? Oui, merci. Effectivement, ce qu'on a vu avec Log4j, c'est juste, disons, les événements les plus marquants d'une longue suite d'événements qu'on connaît depuis un moment. Il y a quelques temps, il y a eu la faille d'un OpenSSL, qui est une bibliothèque essentielle pour la communication sur Internet. Donc, je voudrais juste dire quelques petits commentaires tout d'abord. Donc, les logiciels, en général, libres ou pas libres, est probablement l'objet technologique le plus complexe que les êtres humains aient jamais construit. Donc, il est pratiquement impossible aujourd'hui de construire des logiciels sans défaut. On y arrive avec certains logiciels, donc même INRIA par exemple est un grand acteur, un des gagnants du prix cette semaine c'était le logiciel Coq qui est utilisé pour faire de la vérification des logiciels, mais c'est extrêmement difficile, extrêmement cher de garantir qu'un logiciel n'a pas d'erreur. Et donc on aura toujours des erreurs. Donc c'est normal de trouver des erreurs dans des bibliothèques en logiciel libre, comme c'est normal de trouver des erreurs dans les logiciels propriétaires. Regardez la quantité énorme d'annonces de vulnérabilités sur le logiciel propriétaire. Mais par contre, ce qui est intéressant sur des failles comme Log4j, OpenSSL de l'autre côté, c'est qu'on découvre que trop souvent, des briques essentielles de notre infrastructure numérique sont maintenues de façon complètement bénévole par 1, 2, 3 développeurs qui sont isolés, non reconnus, non soutenus, non financés, alors qu'énormément si vous me passez les termes anglais, des freeriders, donc des profiteurs, profitent de ces développements, l'utilisent pour en extraire de la valeur et ils se réveillent un peu tard quand il y a un problème en disant « Ah oui, dommage, on aurait dû les financer, voilà, on va mettre un petit million sous la table pour financer les infrastructures stratégiques ». Ce que j'appelle les charity business dont il faut absolument sortir. Donc, s'il y a une leçon à retenir là-dedans, c'est que il est nécessaire d'aider, de repérer les logiciels qui sont extrêmement importants dans notre infrastructure technologique, de les aider. On en parlait dans un autre cadre vendredi avec des personnes aussi de la Linux Foundation. Donc on en avait discuté à la Maison Blanche d'autres occasions. Donc il y a des initiatives pour essayer de dire on va essayer de financer au moins un audit de sécurité sur les logiciels essentiels et contribuer à leur maintenance et leur mise à jour sur le long terme. Mais pour ça, il faut prendre conscience de l'importance de ces logiciels stratégiques. Ce n'est pas parce que c'est libre, c'est mieux ou c'est pire. La question est qu'est-ce qu'on met derrière comme ressources pour faire en sorte qu'on puisse l'améliorer. Et là, si je peux raconter une anecdote, je vois trop souvent une absence de prise de conscience de la prise de risque, des fois aussi, dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir engager des ressources au soutien des logiciels, même s'ils ne sont pas connus. Quand on avait lancé Software Heritage il y a quelques années, je me rappelle, j'avais fait un tour ici en France auprès des entreprises, d'organisations, etc., en racontant ce qu'on voulait faire avec Software Heritage. Et à part INRIA qui nous avait immédiatement ouvert les portes, souvent j'avais des retours du style « Oui, ce que vous voulez faire, c'est très intéressant, mais allez voir aux États-Unis s'il y a quelqu'un qui vous finance. Si quelqu'un vous finance, vous venez nous voir plus tard et peut-être on va y réfléchir. » Vous voyez, il y a cette attitude qu'il faut changer. L'Europe ne peut plus être juste un suiveur, doit être un moteur de la prise en compte du potentiel de ces communs, s'en saisir et les faire de façon professionnelle. C'est un enjeu majeur dont il faut se saisir maintenant. Ici, on est au ministère de l'Industrie, dans d'autres ministères comme celui de la Recherche, il faut faire pareil pour le logiciel libre de recherche qui, des fois, depuis des décennies, produit des résultats remarquables qui sont utilisés sur toute la planète. Merci. Alors, je vous passe enfin la parole, Monsieur Zapolski. Vous êtes président, directeur général de l'Inagora, qui est une société française en pointe en matière de logiciels libres. J'indiquais en discours d'introduction, les mérites des communs numériques sont vantés depuis de nombreuses années sans qu'ils aient pour autant parvenu à s'imposer vraiment auprès des entreprises, du grand public. Est-ce qu'il n'est pas trop tard d'une certaine manière pour faire en sorte de promouvoir ces communs numériques? Est-ce qu'on n'a pas également d'une certaine manière raté le coche en la matière? Et comment accélérer justement leur déploiement, leur utilisation par le plus grand nombre? Quels leviers actionner pour faire en sorte qu'ils soient vraiment des garants d'autonomie stratégique? Bon, première chose, je suis absolument ravi d'être ici. Je pense qu'on peut être absolument tous
heureux, après avoir entendu le ministre Bruno Le Maire nous expliquer qu'il n'y avait pas de souveraineté technologique, de souveraineté politique sans avoir de souveraineté technologique. On est véritablement, je crois, à un momentum. La preuve en est cette journée consacrée dans le cadre de la PFUE à la souveraineté numérique, et encore plus avec cette table ronde dédiée au commun et à l'open source. Alors, effectivement, l'Inagora, c'est un champion, mais mal connu du logiciel libre et de la souveraineté numérique. On est parmi les 150 premières entreprises mondiales en termes de contributeurs open source, aux côtés de sociétés, Benjamin Jean l'a cité, comme Docker, société mondialement connue, ou d'autres sociétés comme Alfresco, et devant des entreprises comme Rackspace ou Yahoo. Concrètement, le développement de l'open source et des communs numériques, ça passe aussi par les entreprises. Et il ne faut pas opposer les univers entre les développeurs qui font ça de façon bénévole, le secteur public qui contribue aujourd'hui de plus en plus massivement, les fondations, mais les entreprises, comme le disait Bruno Sportis, ont leur rôle à jouer. Et j'aimerais illustrer ce propos-là avec un exemple très concret. Il y a quelques années de ça, dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, on a fait le choix d'investir dans une communauté qui s'appelle la communauté GEMS. Un des communs essentiels que tout le monde utilise aujourd'hui, c'est le mail. Le mail, c'est une des fondations du numérique. Le mail, il repose sur un protocole qu'on appelle l'IMAP. C'est un peu technique, mais je pense que tout le monde pourra comprendre. Et ce protocole, il a été inventé il y a 30 ans. Il a été fait à l'époque où l'informatique n'était pas une informatique orientée cloud et où il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Et toutes les solutions technologiques de messagerie, dont celle des géants, celle de Microsoft, Microsoft Exchange par exemple, reposent sur ce protocole IMAP. L'IETF, qui est un organisme de normalisation, a fait le choix de faire évoluer l'IMAP pour implémenter un nouveau standard qu'on appelle le JMAP. Et une des communautés mondiales, une des fondations les plus importantes, la fondation Apache, a fait le choix, il y a quelques années, de développer un commun numérique, une solution open source qui s'appelle GEMS. Nous, dans le cadre des investissements d'avenir, on a relevé nos manches et on a commencé à coder et à améliorer ce logiciel et à renforcer en fait cette communauté. Aujourd'hui, le cœur du développement de GEMS, c'est une vingtaine de personnes, dont près de la moitié qui sont en fait des développeurs financés par l'Inagora. Et pourquoi c'est important, GEMS? C'est qu'aujourd'hui, ça a permis, par exemple, à l'Estonie, qui est un des champions mondiaux de la transformation numérique, de bâtir sa solution souveraine d'email à vie pour ses 1,5 million de citoyens sur la base, en fait, de cette technologie-là. Et donc, on ne peut pas imaginer de souveraineté politique sans souveraineté technologique et sans la maîtrise, en fait, de ces composants technologiques. Et là, grâce à GEMS, on a un État qui est en mesure de maîtriser le cœur. Tout le monde essaie de développer des services numériques, mais on invite les gens à se connecter au service des impôts et à d'autres services avec son Gmail ou son Yahoo Mail. Le mail, c'est un élément tout à fait essentiel. Récemment, en France, le GIE Carte Sésame a fait le choix de la même façon d'utiliser cette solution. Et moi, je suis fier que l'Inagora contribue au développement en fait, d'un tel commun qui est essentiel. Et Benjamin le rappelait, c'est absolument nécessaire que ces communs ne soient pas à un moment donné appropriés par d'autres et qu'on en perde la maîtrise. Et quand en Europe, on a la chance de maîtriser de tels communs numériques, il faut tout faire avec l'appui du secteur public pour continuer à maîtriser ces communs-là et pas perdre ce leadership qu'on a réussi à créer. Quand vous indiquez le fait de tout faire pour faire en sorte d'accélérer le déploiement de ces communs numériques, à quelle piste en particulier pensez-vous? J'en vois 5. Le premier élément, c'est d'avoir un investissement massif en recherche et développement. Il faut un grand programme de type Horizon. Vous savez qu'en Europe, le programme majeur, c'était Horizon 2020. Créons un Horizon 2030 dont le cœur sera le financement de communs numériques et de solutions open source. Je crois aussi profondément à ce projet de créer une grande fondation européenne des communs numériques et de l'open source et trouver les voies et les moyens d'aller financer directement ceux qui développent
l'open source. Le deuxième aspect, c'est la commande publique. Le ministre Bruno Le Maire l'a rappelé ce matin en ouverture, sans commande publique, il n'y a pas SpaceX, il n'y a pas Palantir, et donc il faut sortir des postures et des tabous, et il faut absolument travailler. Et ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, il y a un consensus sur ce sujet-là. C'est le sujet principal défendu par France Digital. C'est au cœur du programme de Numéum et de l'ensemble des fédérations professionnelles. C'est au cœur de la proposition d'Euro-JEDI, ce qui pousse en fait une ARPA européenne. Donc il y a un consensus aujourd'hui qui existe pour faire évoluer ce qu'on a créé dans le passé en termes de réglementaire et de pouvoir avoir un Small Business Act, voire un Small Business Act orienté sur les communs numériques et sur l'open source. Et puis c'est absolument nécessaire de donner les moyens à ces acteurs de l'open source d'être capables de résister à la compétition, y compris de la compétition qu'on a fait naître avec les licornes. Aujourd'hui, il y a massivement de l'argent qui a été investi dans le secteur du numérique. Ça a une conséquence directe, c'est que tous les salaires sont en train d'augmenter de façon très très forte. Et donc si nous aussi on veut être capable de continuer à recruter les meilleurs développeurs, il faut faire rentrer de l'argent dans les entreprises qui défendent le logiciel et qui fabriquent en fait le logiciel. Le troisième point, c'est celui de la réglementation et de la régulation. On est gâté avec ce qui a été fait récemment sur la DMA et le DSA, mais ma conviction profonde, c'est qu'il y a de la place pour aller beaucoup plus loin. Le quatrième point, c'est un sujet de fiscalité. Ma conviction, c'est que l'open source, ça doit être considéré comme les entreprises sociales et solidaires, comme le SS. Et donc là, il faut mettre en œuvre un chantier qui consiste à voir dans quelle mesure on se base sur les principes des SCOP et de l'ESS pour faire des entreprises numériques qui fabriquent du bien commun, parce que les entreprises, effectivement, elles ont pour mission de faire du profit, mais un certain nombre d'entre elles, pas uniquement, elles défendent aussi l'intérêt général. Ça peut être des entreprises à mission, c'est le cas en fait de l'Inagora, mais tout simplement à partir du moment où il y a des entreprises qui, dans le domaine numérique, font le choix de l'open source et des communs numériques, elles font le choix de la good tech. Et pour moi, la good tech, c'est profondément un domaine de l'entreprise sociale et solidaire. Et le cinquième point qui me paraît tout à fait essentiel, et j'en terminerai là, c'est l'importance des rôles modèles. Il faut absolument qu'on mette en avant celles et ceux qui font les communs numériques et les logiciels libres. Et pas uniquement la partie communautaire. Vous avez raison de citer Framasoft. C'est essentiel ce qu'ils ont fait et c'est fantastique. Mais à côté de ça, ce que j'observe, c'est que vous avez en Europe des entreprises, alors comme Suze, comme Camp2Camp, comme Collabora, comme OnlyOffice, comme Talent, qui comptent en fait des centaines de développeurs contributeurs, près de 1000 pour Suze. Et puis vous avez en fait, y compris en France, des entrepreneurs, disons-le, de génie, qui portent ce combat de la souveraineté numérique. Je pense à mon collègue Jean-Paul Smets, qui, avec la société Amarisoft, est en train de révolutionner le edge computing, et en train de démontrer qu'on peut créer du edge computing en France, en Europe, en compétition de toutes les offres des grands fournisseurs, pour beaucoup moins cher et de façon décentralisée. Je pense à mon collègue Ludovic Dubost, qui est le fondateur de XWiki avec sa solution CryptoPad. Ce sont des centaines de milliers aujourd'hui de personnes qui utilisent ce logiciel chaque jour. Je pense à Jean-Baptiste Kempf, qui avec Vidéolan a créé, vous le savez, VLC. VLC, c'est ce petit symbole de travaux publics qui permet à des centaines de millions de personnes dans le monde de lire n'importe quel format vidéo. Et Jean-Baptiste, aujourd'hui, est en train de travailler sur de nouveaux codecs qui vont encore faire évoluer la visioconférence et améliorer les systèmes de vidéoconférence. Et puis, je voudrais terminer avec Gaël Duval. Gaël Duval, c'est le fondateur de Mandriva, Mandrakesoft. Depuis quelques années, il a lancé la fondation I avec l'objectif de dégoogliser les téléphones mobiles. Et il est en train de recréer un OS souverain, là où on nous disait encore il n'y a pas si longtemps que le combat des OS était perdu. Une seule personne, sur la force de son engagement entrepreneurial, avec son leadership, est en train de révolutionner tout ça. Et donc ces rôles modèles, il faut les mettre plus souvent en avant,
parce que ça permet de démontrer que c'est faisable, c'est possible. Nos principaux compétiteurs, les influenceurs, les lobbyistes à la solde des géants de l'Internet, essaient de masquer le débat et d'empêcher que les politiques se rendent compte de la capacité que nous avons en France, en Europe, de créer des vrais leaderships mondiaux. Donc oui aux fondations, oui aux communautés, mais oui aussi aux licornes des communs et de l'open source. En fait, en Europe, ce qu'il manque, ce sont des Linagora. Si vous créez 1000 Linagora, vous créez 250 000 emplois en plus en Europe dédiés au commun numérique et à l'open source. Moi, je dis que c'est tout à fait possible. Et pour terminer, je voudrais aussi profiter de la tribune qui m'est donnée pour appeler l'ensemble de mes collègues sur un sujet qui me paraît essentiel. Il faut que l'on s'organise, il faut que l'on pèse plus dans le débat public. Et il est essentiel aujourd'hui de se fédérer autour d'un comité stratégique de filière, confiance numérique. Je l'avais proposé au début de ce quinquennat. Je crois qu'aujourd'hui, le momentum est présent, il est là, et on va pouvoir enfin faire ce comité stratégique de filière. Travaillons tous ensemble, main dans la main, pour créer cette troisième voie numérique. Merci. Merci. Et vous parlez d'un point intéressant, la commande publique. C'est sûrement un point sur lequel Benjamin Jean pourra réagir. Certains communs ont vocation à passer par des marchés publics pour être financés, se déployer. Comment faire en sorte que la philosophie même de ces communs ne soit pas biaisée par les contraintes de ces marchés publics ? Oui, en fait, ce qui est à la fois ultra intéressant et complexe actuellement, c'est que, notamment avec les grands fonds pour la relance, on a un certain nombre d'administrations, d'acteurs publics qui ont voulu lancer des démarches de commun, mais presque de zéro. Alors, première remarque, c'est que justement, il y a aussi ce besoin, quand on veut construire des communs, de s'appuyer sur ce qui existe déjà. Mais pour pouvoir procéder à ces démarches de conception de communs, finalement, en passant par les outils traditionnels et notamment les marchés publics, ce dont on se rend rapidement compte, c'est qu'on a un acteur économique ou un nombre limité d'acteurs économiques qui vont participer à la création de la ressource auprès d'un acteur commanditaire, un acteur public. Et en fait, on n'a pas les conditions même du commun qui est d'avoir une communauté. Et cet enjeu de comment faire pour pouvoir produire des communs numériques, mais pas juste à court terme, à long terme, des communs qui vont se pérenniser et vivre par la suite, ça, c'est des sujets sur lesquels il y a quelques initiatives. Je pense notamment à Barcelone, qui, si je parle du projet Decidim, donc de tout ce qui est un outil, un logiciel qui participe, qui permet à tous les citoyens de participer à la vie publique, a vraiment, dès le début de la conception même de cette démarche de commun, fait en sorte qu'il y ait de multiples prestataires qui puissent participer à l'élaboration de la ressource, qu'il y ait de multiples autres acteurs publics qui puissent utiliser la ressource. Et dès le début, cette notion même de commun était intégrée dans la commande et dans la démarche donc, et dans le marché public de la ville. Donc ça, je pense que c'est des choses auxquelles il faut être sensible. Et on n'en a pas trop parlé, mais je pense qu'il y a un point qui est vraiment crucial dans les communs numériques. C'est quelque chose dont on entend parler depuis quelques années, l'open source, on en parle depuis une vingtaine, trentaine d'années, le logiciel libre aussi, mais les gens comprennent peu ce que c'est. La culture des communs, c'est quelque chose qui est encore mal, sur lequel il y a vraiment encore un travail qui est nécessaire. Comment vous résumeriez cette culture justement pour que tout le monde soit à même de justement, c'est lorsqu'on se projette dans un marché, lorsqu'on se projette en tant qu'acteur public pour financer une démarche de commun, que ce soit un marché public, que ce soit un financement, l'ADEME avec l'appel à commun aussi repenser ces modèles-là, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires dans la création d'un label numérique en commun aussi, a repensé la manière dont elle peut, par l'outil des marchés, par l'outil des subventions, favoriser ces démarches de commun, faire en sorte qu'une filière, faire en sorte que des acteurs se structurent en produisant des communs. Et ça, c'est du long terme. Je parlais de la NCT, ça fait 5 ans ou 6 ans maintenant qu'ils ont un événement qui s'appelle Numérique en commun. Mais tous les ans, puis il y a des numériques en commun locaux, tous les ans, ils aident des acteurs publics, privés, et leur permettent de travailler ensemble pour comprendre ces logiques de commun numérique en faveur de l'inclusion numérique et d'autres sujets. Et ça, c'est vraiment du travail au long terme. Et il faut pas l'abandonner. Je pense que c'est vraiment crucial, notamment dans une politique publique et une politique européenne, de penser la culture. La vision, elle est importante, elle est nécessaire, mais aussi la manière dont les gens vont s'approprier l'incidence de cette vision dans leur quotidien, dans les entreprises, dans leur activité économique, les acteurs publics dans leur mission d'intérêt général. Et ça, voilà, ça prend du temps, mais c'est un sujet qui est peut-être pour moi l'un des sujets cruciaux.
D'accord, très bien. Je vais passer à nouveau la parole à Monsieur Sportis. Dans le cadre de vos missions à l'INRIA, vous menez depuis plusieurs mois une mission d'identification des infrastructures logicielles critiques, parmi lesquelles figurent des communs, sur lesquels l'INRIA aurait vocation à investir. Alors, quels sont les critères quels sont les critères retenus par l'INRIA pour justifier un investissement dans les communs qui vont être sélectionnés ? Je pense que ce qui est déjà important, c'est ce qui a été dit notamment par Roberto, c'est la reconnaissance de l'importance du logiciel dans ce que l'on appelle la transformation numérique. Parce que ça n'a pas toujours été le cas en Europe et en France. Bien sûr, on a des énormes enjeux liés au matériel, liés à la capacité d'approvisionnement, par exemple pour les semi-conducteurs, mais la valeur, elle est dans le logiciel. Et c'est ce que montre l'histoire du numérique. D'ailleurs, c'est même le logiciel qui change la donne du monde de l'électronique en permettant la conception de nouveaux circuits. Et ça implique de nouvelles formes de politique publique, cette reconnaissance de l'importance du logiciel. C'est ce qui a été dit par Benjamin Jean, par Alexandre Zapolsky également. Donc les infrastructures logicielles, c'est celles qui permettent le développement de cette société, de cette économie numérique. Il y a les pays et les acteurs qui les maîtrisent, et il y a les autres. Le cas des systèmes d'exploitation a été évoqué tout à l'heure. Un système d'exploitation mobile n'est pas un sujet purement technique. On l'a vu lors de la gestion numérique de la pandémie. Maîtriser un système d'exploitation mobile permet d'avoir une politique publique de santé souveraine en la matière. Si on dispose des systèmes d'exploitation pour l'Internet des objets, où la messe n'est pas encore dite, on est capable de tracer une voie pour le développement, on va dire, de l'Internet des objets qui va changer radicalement, probablement, l'économie et l'industrie. La question des standards qui a été également évoquée, la question de la standardisation est également clé, qui souvent repose sur des implémentations logicielles. Si les standards du web sont demain uniquement décidés aux États-Unis, sous le contrôle des grands acteurs de la tech, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire respecter un certain nombre de valeurs chères à l'Europe, je pense notamment au respect de la vie privée, et puis on a des intérêts d'entreprises qui sont capables de développer de la valeur sur le développement du web qui ne seront plus garantis. Il y a plusieurs manières de voir la criticité, il y a évidemment ce qui est lié au fait qu'on a des infrastructures socles. J'ai cité le cas des systèmes d'exploitation, que ce soit pour les smartphones, pour le cloud, pour l'Internet des objets. Il y a également la capacité à étudier la dépendance technologique et la capacité à être réversible sur les dépendances technologiques. Si on n'a pas d'infrastructure technologique pour garantir les migrations d'un système cloud à un autre, ça veut dire qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre effectivement, au-delà des intentions et des déclarations d'intention, des agendas de réversibilité, des engagements de réversibilité. Et puis il y a la criticité des secteurs, ça a été également évoqué par plusieurs intervenants. Est-ce que sur des secteurs qui relèvent de politique publique, dans la santé, dans la formation, on accepte de dépendre d'infrastructures technologiques fournies par des monopoles ou des quasi-monopoles? Je vais ajouter 2 points, c'est que cette question des infrastructures logicielles critiques soulève au-delà des communs met en lumière d'autres volets. Un premier volet, c'est ce que je pense, moi j'assume en tout cas, comme un besoin de planification technologique. C'est-à-dire, en faisant attention à l'utilisation du mot dans le numérique, mais c'est-à-dire essentiellement une vision technologique à 10 ans de l'évolution de ces technologies numériques, de ces technologies logicielles. Parce qu'en face, les grands acteurs de la tech, ils ont une vision technologique à long terme, ils ont les feuilles de route d'exécution qui sont associées, et leur excellence est d'abord fondée sur une excellence d'exécution. Si nous, en face, notre seule stratégie, c'est d'avoir des appels à projets fragmentés tous les 3 ans, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc il faut une vision technologique, il faut de la planification technologique, et avec les outils associés. On a parlé commande publique, par exemple, on a parlé, le ministre Bruno Le Maire l'a évoqué, on a évoqué partenariat intégré entre acteurs publics et acteurs privés. Et où se construit la vision technologique de l'Europe en la matière? Et le deuxième point, c'est qu'associé à ça, il y a la question des compétences technologiques. Ces écosystèmes dont on parle, ces communs dont on parle, ils reposent, ça a été dit notamment par Alexandre, sur des talents techniques, sur des développeurs notamment. Donc on a un mur de compétences, d'ailleurs, sinon on a juste des incantations, on a un mur de compétences à franchir, il y a un vrai sujet sur les compétences, et moi je fais partie de ceux qui pensent que le développeur doit être le héros.
dans ces affaires de commun. Et justement, si je me permets de vous interrompre un instant, simplement pour poser une question, comment faire en sorte que les communs soient attractifs pour ces mêmes développeurs, attractifs pour les meilleurs talents du secteur? Je pense que c'est un ensemble d'actions. C'est la reconnaissance de leur importance, c'est ces dynamiques d'écosystème à mettre en place. Et c'est d'autant plus important, c'est mon dernier point, c'est que l'Europe, la France investissent beaucoup dans l'innovation de rupture avec un rôle central qui est reconnu pour les startups technologiques. C'est le succès de la French Tech en France depuis maintenant 8 ans, plus de 25 licornes. C'est la mise en place, et ça fait un lien avec la journée de demain, du Conseil européen de l'innovation suite au discours de la Sorbonne du président de la République en 2017 au niveau européen pour changer le paradigme sur l'innovation de rupture en Europe autour des startups. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. À l'arrivée, ces startups, elles reposent pour une très très forte part, elles font reposer leur marketing sur les solutions des grands acteurs de la tech et elles ont recours aux infrastructures technologiques de très haut niveau fournies par les grands acteurs de la tech. Il suffit de penser par exemple au rôle d'AWS, dont c'est la couche logicielle qui fait la grande qualité. Si on n'a pas un investissement sur ces infrastructures technologiques logicielles, ça veut dire que l'investissement qu'on fait avec raison sur les startups part directement dans les grands acteurs de la tech. Et donc ça rend d'autant plus nécessaire de bien articuler, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, une politique en faveur de l'innovation, en faveur des startups, et une politique en faveur des infrastructures logicielles, dont notamment les communs. Merci. Peut-être un mot de la part de Roberto Di Cosmo pour compléter. S'il y avait une grande action à entreprendre en France ou en Europe pour accélérer le déploiement des communs numériques, quelle serait-elle et à quelle échéance devrait-elle être réalisée? Oui, mais je voudrais vraiment aller dans la même direction de ce qu'il dit Bruno ici. Ce qui nous a manqué pendant longtemps, c'est cette vision stratégique à moyen et long terme. Je suis complètement d'accord que les projets à 3 ans, dans lesquels systématiquement il faut venir avec des nouvelles idées pour arriver à grappiller quelques millions à droite à gauche sur des financements européens, ce n'est sans commune mesure avec ce qui est fait par exemple à nos collègues aux États-Unis qui ont la capacité d'avoir une vision stratégique, une vision scientifique, technologique, informés par des politiques publiques qui sont sur le long terme, avec la capacité de prendre des risques. Ce qui veut dire aussi capacité d'arrêter les investissements qui ne rapportent rien. Si c'est un projet qui montre clairement qu'il ne marche pas, il faut être capable de les couper, peu importe ce qu'on investit derrière. Donc il faut apprendre beaucoup de nos collègues américains. Alors après, si je voulais revenir, désolé, je ne peux peut-être pas forcément répondre immédiatement à votre question, mais je voulais juste vous dire, donc, prenez les cas de ce qu'on a fait avec Software. J'avais cette infrastructure comme ça. C'est une infrastructure vraiment commune, au service de toute la planète, pas seulement de l'Europe. Mais je pense que là, par exemple, l'Europe a la capacité, devrait avoir la capacité de faire grandir cette infrastructure qui a été menée avec des ressources, disons, limitées jusqu'ici, pour la rendre une plateforme qui nous permet de suivre l'évolution de tous les logiciels, de mieux identifier les problèmes de sécurité, mieux identifier les compétences et les talents qui ont contribué à l'évolution des logiciels, et rendre ça un socle de la capacité européenne de rendre plus visible l'activité dans le monde du logiciel libre. Donc j'aimerais bien qu'on arrive à faire ça. On a mis en place des mécanismes pour le faire, et on verra. Mais plus loin, une autre chose que j'aimerais bien, donc c'est un peu lié à toutes les choses qu'on a entendues jusqu'ici. Souvent, je leur ai dit, il faut sortir de cette logique de charity business. Qu'est-ce que c'est le charity business? C'est le fait, bon, on trouve qu'il y a un logiciel libre qui est important, c'est développé par quelques développeurs isolés, mais attention, ce n'est plus tellement le cas. Hein. La plupart des logiciels ont des vrais professionnels derrière. Les cas de quelques-uns isolés dans son garage, c'est épisodique. Mais de temps à l'autre, on les met sous les headline news, hein, sur une première page, parce que ça fait vendre les articles, c'est intéressant. L'histoire qui fait pleurer est toujours plus intéressante. Mais il faut sortir de cette logique dans laquelle on dit on va mettre un petit fonds en place et comme ça on va financer un certain nombre de logiciels qui, les pauvres, n'ont pas des modèles économiques, etc. Il faut sortir de ça, il faut professionnaliser et il faut aussi faire en sorte que financer un logiciel libre aujourd'hui devienne aussi facile qu'acheter une licence ou un abonnement chez une plateforme ou un logiciel propriétaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si je veux acheter une licence de logiciel propriétaire aujourd'hui dans mon laboratoire, c'est très facile, j'ai inscrit une ligne budgétaire pour le faire. Si je veux contribuer au développement d'un consortium, un logiciel libre, etc., il faut mettre en place des documents, des accords, des contributions, on passe par les services juridiques, on y passe 6 mois, et ce n'est juste pas jouable si on veut mettre quelques milliers d'euros. Donc je ne pense pas forcément que les problèmes soient l'argent. D'argent, il y en a, et on les dépense, comme disait Bruno, un peu trop souvent
vers l'autre côté de l'Atlantique. La question est comment faire en sorte pour que cet argent puisse être dépensé vers les infrastructures communes logicielles dont on a tous besoin. Et là, c'est un vrai enjeu de comment on change la façon d'avoir une commande publique. Il y a aussi un enjeu à propos duquel Mélanie Dulon-de-Ronet aura probablement un mot à dire, un mot d'ouverture peut-être. On a beaucoup parlé du fait qu'on vante les mérites des communs numériques depuis de nombreuses années, mais que ces communs ne sont pas encore parvenus pleinement à s'émanciper. Comment faire en sorte de favoriser leur émancipation, de favoriser aussi leur prise en main, parfois par les citoyens, pour favoriser de nouvelles formes d'action collective. Je sais que c'est un de vos grands axes de travail. Effectivement, merci beaucoup pour cette question. C'est crucial d'avoir non seulement, et l'ensemble de mes collègues l'a rappelé, et je partage ce point de vue, d'avoir des financements publics pour une soutenabilité économique sur le long terme, mais c'est également important comme tu le rappelais, Roberto, de sortir de la figure du jeune homme de 24 ans en école d'ingénieur ou alors des fonctionnaires, chercheurs et chercheuses comme nous, et d'avoir une reconnaissance en fait de l'ensemble des communautés qui contribuent au commun numérique et qui sont moins visibles, donc les développeurs, les salariés des entreprises sociales et solidaires, les bénévoles des associations qui mènent non seulement un travail de développement, mais aussi de communication et de coordination et qui font connaître les biens communs numériques auprès du grand public. Un autre point qui est crucial pour la soutenabilité des biens communs numériques, c'est que les acteurs et les actrices même des biens communs numériques, pas seulement les académiques ou les politiques, aient un siège à la table des fondations et des forums et des fonds de financement, de manière à orienter la prise de décision et les financements qui vont être octroyés. Enfin, et cela a été rappelé à plusieurs reprises, on a besoin de règles juridiques qui seront adaptées pour laisser émerger les alternatives, que par exemple le droit des télécommunications ne soit pas destiné seulement aux très grands opérateurs des télécommunications, mais aussi aux plus petits fournisseurs, éviter, comme cela a été rappelé par le ministre, la captation des données et de la valeur sans retour vers les citoyens et vers les États qui ont financé le développement de ces infrastructures ou de ces données publiques. On rappelle que l'État aussi est une grande source de biens communs numériques avec les données publiques. Donc en France, Etalab, et chez nos voisins européens, les plateformes nationales data.gov, data.gouv. Et il est important de réfléchir à la définition d'autres mécanismes pour inciter à la contribution au commun, pour que non seulement les communautés, les bénévoles, les entreprises sociales et solidaires, mais aussi toutes les entreprises soient incitées et voient un intérêt à ne pas seulement capter les données et tirer profit de ce qui est mis à disposition sous licence Creative Commons, sous Open Data, mais qu'il y ait aussi une contribution privée à cet intérêt général et à ces biens communs numériques. Je vous interromps encore un instant. À quel mécanisme peut-on penser d'ores et déjà ? Je crois qu'il n'y a pas encore de mécanisme, puisque l'open data ou les licences libres ou les licences Creative Commons ont certains mécanismes comme le copyleft qui est un mécanisme juridique qui vise à conserver les contributions dans le commun, mais il faudrait réfléchir à d'autres mécanismes économiques qui inciteraient l'ensemble des acteurs à contribuer, pour que aussi les données privées, celles qui sont
produites par les plateformes ou celles que nous partageons sur les plateformes puissent, dans une certaine mesure, sous toute réserve des questions de vie privée, aussi, peut-être de manière agrégée, être considérés comme des communs numériques. Il y a des projets européens, dont Odeco, qui vient de commencer, qui tentent de réfléchir à cette question pour élargir la question des données ouvertes aussi aux données privées. Je vous remercie tous pour ces contributions. Cette table ronde va prendre fin, mais il y a déjà plusieurs pistes qui se dégagent, des pistes en matière de financement, de gouvernance, des mécanismes aussi pour favoriser la maintenance sur le long terme de ces communs numériques. Donc c'est assez enthousiasmant de voir ça. Je rappelle qu'à l'occasion de cette PFUE, une initiative a été lancée par la France pour réfléchir justement à ces grands axes de travail, faire en sorte que des conclusions aboutissent les 21 et 22 juin de cette année. Donc pour faire émerger, pourquoi pas, un incubateur de communs numériques. Donc c'est assez réjouissant de voir que de telles initiatives prennent place en Europe. Nous allons maintenant repasser la parole à monsieur Alex Taylor, cette fois-ci pour introduire une nouvelle table ronde qui portera sur une souveraineté qui protège, comment construire une réponse industrielle pour le stockage de données en Europe. Finalement, un enjeu dans lequel les communs aussi ont leur place. Mais je laisse monsieur Alex Taylor en parler désormais. Merci à tous.